Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine sur les œuvres que j'ai découvertes pendant la semaine 32. On est toujours un peu en retard, cela va de soi. On ne rattrape pas à grande vitesse, mais on n'est pas trop mal finalement. Parce que là c'est la semaine 32 avec 10 œuvres à traiter, ce qui sera peut-être un gros épisode. Derrière, il nous reste la semaine 33, avec 3 œuvres, j'ai écrit les mini-critiques. La semaine 34, avec 6 œuvres, j'ai écrit une mini-critique. La semaine 35, avec 3 œuvres, j'ai rien écrit. La semaine 36, j'ai rien découvert. Et la semaine actuelle, qui est la semaine 37, j'ai déjà écrit les 2 mini-critiques intéressées. Donc voilà, on va se mettre propre à partir de la semaine 37 et tout faire petit à petit à partir de ce moment-là. Et il nous restera 4 épisodes à rattraper en comptant celui-ci. Sachant que celui-ci est le plus gros en plus, on va se mettre bien. Je suis un peu fatigué, dira-t-on, je sais pas si ça se voit dans le format vidéo que j'ai vu sous les yeux. Violet noir, bon, c'est très régulièrement le cas, mais là, c'est un petit peu abusé. Parce qu'il y a eu le Z-Event ce week-end. Et j'ai profité de la fin de l'événement surtout. Parce que j'étais pas dispo vendredi soir, samedi midi et dimanche après-midi. Donc j'ai regardé quand j'ai pu en journée. J'aurais bien regardé les soirs aussi, mais je suis très décalé du rythme des streamers maintenant, hein. Quand je me couchais à minuit grand max, ils étaient encore 30 en live. Quand je me réveillais à 9h, ils étaient 7 en live. Donc là je ratais un peu de choses. Mais j'ai fait tout le dernier soir, de 19h à 1h du mat. Après, il a fallu un peu de temps pour redescendre et ça m'a fatigué. J'ai bien dormi lundi, j'ai mal dormi hier. Voilà. Comme vous pouvez voir, je range très rapidement les affaires, hein. L'ancienne chaise est toujours là, alors que ça fait. C'est le deuxième épisode que j'enregistre avec cette chaise-là. Mais ouais, ça va le faire. Il y a quoi d'autre comme petite news depuis la dernière session d'enregistrement? Ça va pas vous concerner du tout, mais ça me fait rire d'en parler. J'ai acheté ma prochaine paire de chaussons d'escalade. Enfin. Après, je suis un malade mental, je les achète en ligne sans les essayer, donc c'est un peu audacieux et dangereux. Parce qu'on va dire que c'est plutôt serré et plutôt agressif avec les pieds, donc c'est peut-être bien d'être assuré de ce qu'on achète. Moi, je me dis que j'en ai pas besoin, mais c'est un peu audacieux, hein. J'ai grimpé pendant 1 an et demi avec des chaussons trop petits, par exemple. Sinon, quoi d'autre? Il y a un Nintendo Direct qui arrive vendredi après-midi. Je sais pas que ça sera pour vous. Mais ils enchaînent en ce moment. Bon, c'est aidé par Pokémon Direct, Indie Direct, Partner Showcase et Nintendo Direct tout court. Mais vu que je regarde tout, ben, ça va pas mal. Et Kirby Air Ride Direct qui a été à part. Plein de sujets dans tous les sens, je crois, pour les actus. Si, mon contrat a été prolongé, maintenant je finis fin novembre au lieu de fin octobre. À voir comment ça impactera, mais ça fera sans doute un mois encore plus compliqué, hein, parce qu'on va se retrouver à 3 métiers à un moment. Un que je fais le matin au boulot, un que je fais l'après-midi au boulot, et un que je fais le soir de temps en temps quand je me motive. Et c'est dur de se motiver du coup. Qui est créateur de contenu. Effectivement, en levant mon bras, j'ai vu ma petite brûlure faite à l'escalade. Mais aussi, je me suis niqué un doigt. Il n'y a rien visuellement, mais au lieu d'attraper la prise, je l'ai cogné très fort en dynamique, comme ça, avec le bout de mon petit doigt. Donc j'ai la première phalange qui me fait un peu mal quand je bouge depuis euh, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Depuis 4 jours. J'ai pu grimper hier sans avoir vraiment de douleur, mais je le sens un peu de temps en temps. Je crois que nous avons assez discuté. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Je vous souhaite un bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu un comics de la collection Marvel Must Have, qui est Black Panther, qui est la Panthère Noire. Et quand j'ai écrit ma mini-critique, donc il y a
une semaine grand max, j'ai écrit 100% oublié. Et donc si déjà il y a une semaine je me souviens plus vraiment de ce qu'il y a dedans, maintenant on n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être que ça aidera d'écrire les mini-critiques un peu plus en direct que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais en même temps, je pense que c'est un peu normal que j'ai 100% oublié ce volume, parce que c'est hyper classique, et je connais pas grand-chose du personnage de Black Panther, hormis sa présence dans les films du MCU, donc dans Civil War, Black Panther, Infinity War et Endgame. Et pourtant, j'ai l'impression de connaître quasiment à 100% ce qui s'est passé dans ce volume-là, et ça n'a pas aidé à le faire ressortir, parce que c'était trop pareil. C'est des sujets classiques, le but de Monsieur Panther, c'est de lutter contre un ancien ennemi de la nation, donc du Wakanda, qui en a gros sur la patate et qui veut se venger. Et en même temps, le but c'est de protéger le vibranium et d'éloigner les USA qui veulent apporter leur aide, mais qui ne le font rarement que par gaieté de cœur, et sont surtout là pour essayer de gagner quelque chose au change. Et donc, en tant que nation autonome et forte, t'as peut-être pas ni envie ni besoin qu'ils fourrent leur nez aussi loin. Et en gros, là, ce qui a été ressorti du comics Black Panther pour être dans cette collection must-have, c'est le début d'une nouvelle histoire qui a commencé en 2005 avec des nouveaux personnages. Donc on a un peu une représentation générale de l'univers, du contexte, du mythe, des personnages, des quelques nouveaux personnages autour. Mais pour voir que c'est de la mise en place, de la préparation et pas mal de politique, qui sont généralement les éléments qui me plaisent le plus dans une œuvre, c'est très oubliable. Pas spécialement raté, mais un peu inintéressant, dira-t-on. Parce qu'au final, on a de la représentativité et de la culture différente du gros des comics globaux, dans tout le reste de la collection qui est au-dessus de moi là. Mais à part ça, qui est juste un décor et un contexte globalement, il n'y a pas grand-chose qui se retient. Un adversaire change de corps par bisou interposé et permet de se déplacer plus facilement petit à petit plus loin. Ça mène à rien. Il y a des vengeances familiales autant du côté de Black Panther que de ses adversaires, et ça ne mène à rien. On nous présente beaucoup de choses, mais beaucoup juste en parlant et en disant que ça existe, plutôt qu'en le montrant, ce qui nous permettrait d'avoir des éléments visuels et des atomes crochus auxquels se rattraper. Là, j'ai rien de tout ça, c'est... Ensuite, j'ai découvert les Bad Guys 2. J'avais vraiment apprécié ma découverte du premier en salle quand il est sorti. J'avais passé un très bon moment, j'en ai un bon souvenir. Très cool visuellement, des bons personnages, des bons gags, une intrigue qui se tient. Un sacré film qui vient de chez DreamWorks qui est assez aléatoire dans son niveau globalement, dira-t-on. Et comme celui-ci sortait, j'ai parlé des Bad Guys à un de mes potes de grimpe, ce qui l'a motivé à rattraper le 1 pour venir voir le 2 avec moi. C'est avec lui qu'on était allé voir Elio quelques semaines plus tôt, que j'avais bien apprécié, mais que lui beaucoup moins. Alors que là, pour le coup, on a vraiment passé tous les deux un excellent moment. Je trouve que c'est une très bonne suite. Je ne pourrais pas dire s'il est mieux ou moins bien que le premier. Parce que le premier, je me souviens juste que j'ai passé un bon moment. Ça suffit pas pour savoir s'il est mieux ou pas. Parce que là, j'ai passé un très bon moment, mais je sais pourquoi, et c'est dur du coup de jauger. Je trouve que le film a vraiment un excellent rythme. Il n'y a pas de temps mort, ça s'enchaîne bien.
Il y a des bonnes transitions qui aident à ce rythme-là. Par exemple, l'image du poster fait référence à l'introduction. Peut-être pas du coup vu le costume de requin, mais l'idée globale un peu. C'est une mission qui se passe 5 ans avant le premier film, qui est la première mission dans laquelle l'araignée les rejoint et dans laquelle Lou récupère sa voiture, iconique. Et après, ils sont en train de fuir sur la route de manière stylée. Transition, Lou tout seul dans une petite voiture pourrie, en train d'essayer de se réhabiliter. Ça marche très bien. C'est la seule transition que j'ai en tête, elle est mémorable. Le reste, j'ai pas, mais ça reste dans la même veine. Hyper rythmé et bien découpé. Je trouve qu'on a des excellents gags aussi. Le gag autour du corps musculeux de Serpent, autour de sa façon de faire des bisous, autour d'un personnage du 1 qui fait un retour surprise, autant dans le déroulé de l'intrigue que dans son nouveau design, qui est stupidement... C'est les trois que je retiens le plus, mais ils marchent très bien. En élément exceptionnel, je note surtout le final, qui marche trop bien. Les décors, qui sont hyper originaux. J'ai rarement vu un affrontement final dans un tel lieu et dans un tel contexte. Bien aidé par des visuels à couper le souffle. Il y a de ces images. Je ne me savais pas autant fan de l'espace, parce qu'entre Helio et les Bad Guys 2, les animations et les idées visuelles me font grave kiffer. Peut-être que c'est ça au final que j'aime dans Space Brothers. Pas le fait que c'est un manga hyper humain et bien écrit, c'est juste que ça parle d'espace. Et même au niveau des personnages et du propos, j'aime bien le final. Il n'y a rien que je trouve spécialement raté, hormis un gag de prout qui est quand même longué, alors que bon, bah c'est un gag de prout, ça fait rire personne. En plus de ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les setup payoff. Il y a plein d'éléments pour justifier la victoire ou l'avancée dans la partie finale qui ont été montrés plus tôt dans le film en tant que gag. Et j'aime bien cette façon de faire. Ah, tu vois ce truc drôle? Et en fait, ça sert et c'est utile pour la fin. Mais arrêtez d'être aussi malin et d'être trop cool. Ça pose des questions assez cool. Comment tu fais pour avancer dans la vie après avoir fait autant de crimes? Est-ce que tu peux vraiment repartir du côté du bien si la terre entière te prend pour quelqu'un de mauvais? Comment tu t'en sors? Tu es obligé de prouver en étant exceptionnel? Ou alors, bon bah, tu fais seulement d'essayer d'être mieux en traînant un peu la patte. Ça peut donner envie de replonger. C'est pas ce qui est le plus poussé au niveau du propos, donc c'est un peu limité là-dessus. Mais le film est tellement cool, il est tellement fun, il est tellement magnifique, il est tellement vivant que cette faiblesse sur le propos et ses limitations, dira-t-on, sur les nouveaux personnages, les bad girls, c'est pas les plus développées, pas les plus intéressantes. Peut-être qu'elles seront un peu plus recherchées avec une possible rédemption dans le troisième épisode. On verra bien. Mais en tout cas, je prends le troisième avec plaisir quand il arrivera, parce qu'il arrivera, vu la scène post-générique. Allez voir les Bad Guys 2. S'il y a un projet à soutenir de DreamWorks, c'est ça vraiment. Pourquoi je suis déjà aussi fatigué? Et pourquoi j'ai déjà mal à la gorge comme ça en ayant parlé que seulement 2 œuvres? Je parle pas assez dans ma vraie vie, je crois. Ou alors je sais pas gérer ma voix devant un micro, et je me fatigue la voix super vite, dis donc. Ensuite, j'ai lu le volume 14 de Egrégor. Et c'est vraiment pas bien. Qu'est-ce que j'aime pas à Egrégor? Il y avait des chances que le changement de partie, vu que les 13 premiers volumes font une grosse partie, et que là on en commence une deuxième, il y avait des chances que ce changement m'importe un peu de bénéfice. On remet un peu les sujets et les personnages à zéro pour repartir sur des choses un peu plus claires, un peu plus intéressantes.
Ou au moins avoir un nouveau point d'entrée, pourquoi pas. Et justement, hein, ce volume-là, c'est de la recontextualisation. On a un chapitre pour chacun des 4 personnages principaux, plusieurs mois après la partie précédente. Malgré ça, il y a quand même rien pour s'accrocher aux personnages et à ce qui leur arrive. Je sais toujours pas trop qui est qui, je sais toujours pas trop quoi faire de ce qui leur arrive. Vu ce qu'il y a des auteurs, ils semblent partir sur une œuvre qui est censée être au long cours, à la star de Game of Thrones. Donc tout n'est pas super clair sur les objectifs et sur les personnages dès le début. Mais c'est pas parce que tu vises le long cours que ce que tu lis petit à petit doit être inintéressant et incompréhensible. Je pense, hein. Parce qu'il y a combien de mauvais épisodes dans les 4 premières saisons de Game of Thrones? Zéro, ouais, exactement, tout est bien. Bizarre. Parce que ouais, hein, Rost il est faucheur, et il est mal vu, et par les humains, et par les faucheurs. Mais ça, ben, on l'a déjà vu. On a Foa, qui s'entraîne, le personnage principal. Il a des visions, il y a une puce de contrôle, ça lui fait peur, donc il fuit. Le gang des chevaliers a des règles à la con, on le savait. Pilin, qui est l'archer, je crois, affronte un gros monstre et arrive à le faire sans plonger dans la haine, que un inconnu essayait de le faire tomber dedans. Ça, c'était le moins pire, le fait qu'il essaie de pas tomber dans la haine. Même si du coup, c'est pas lui qui décide d'y être poussé, et c'est pas lui non plus qui décide d'y être sauvé, mais il y avait au moins un petit essai de racontage. Et Atal, ben, il est dans un bateau, et les joueurs du bateau ils sont mal vus quand ils arrivent à bon port. J'ai rien à dire de plus, hein. J'ai pas kiffé, j'ai rien retenu. Je connais toujours pas les personnages ni leur intrigue. Peut-être qu'il serait bien d'arrêter de lire ça. On sait pas. D'autant plus que j'ai trop de mangas, ils rentrent plus dans mes étagères, ça m'a grave saoulé de déménager tout ça. Peut-être que faire un peu de tri ferait pas de mal. Mais dans l'idée, j'aimerais bien continuer à me mettre à jour sur ce qui a commencé, terminer mes rattrapages, donc les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Kurosawa, Golden Wind, et je crois que c'est tout. Et une fois qu'on sera bien à jour tranquillement, ne pas commencer de nouveautés, à part peut-être quelques trucs excellentissimes comme Space Brothers, Dan Dan Dan, j'ai surtout ça en tête, des trucs que je sais que j'adore et que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Mais sinon, surtout, ce serait pas mal de relire une fois au moins mes œuvres, mes séries terminées pour faire. Alors, est-ce que ça, je la relirai un jour ou est-ce que c'est pas genre trop nul et que ça a pas du tout sa place dans ma mangatech finalement? C'était une erreur, genre le début était bien, mais après tout le reste est à chier et j'ai juste forcé pour essayer de le continuer parce que je sais pas m'arrêter. Peut-être que faire un tri comme ça sur une dernière lecture prochaine, ça pourrait être intéressant. Et me donner du boulot en plus sur internet? On verra bien. Mais ouais, Egrégor, long, bordélique, chiant. Ensuite, j'ai lu un autre comics de la collection Marvel Must Have. Il s'appelle Mytho. Je m'attendais à quelque chose de plutôt bien avec le synopsis. Idée de fou, je vais le chercher et le lire. Spider-Man. Les 4 Fantastiques. La plupart des personnages Marvel emblématiques ont vécu de véritables tragédies qui les ont amenés à devenir des super-héros. Mais qui sont les individus derrière le masque? Et pourquoi tiennent-ils tant à protéger les innocents au nom de la justice? Bon, après, en lisant la deuxième partie, on se rend compte que c'est juste pour faire une relecture des origin story de tout le monde. Ce qui n'est pas non plus le plus intéressant, hein. Les origin story, on les a vues 40 milliards de fois, à un moment, on le sait. Mais vu le titre, Mytho, tu vois, on pourrait se dire, ah, peut-être qu'il peut y avoir des raisons un peu cachées à ce qu'ils font, ou alors ils dévoilent pas tout. Ça peut être intéressant comme façon de voir les choses. Non, 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 c'était bien nul. On a juste une revisite des origines, mais comme je viens de le dire, ben c'est déjà vu, surtout vu les personnages concernés, hein.
Dedans, on a Hulk, on a Captain America, on a Spider-Man, on a les X-Men, on a les 4 Fantastiques. C'est quand même pas des petits personnages. Ils sont plutôt connus et on connaît plutôt leurs origines story. Le seul de la liste qui sort du lot, c'est Ghost Rider. Mais j'ai lu un comics Ghost Rider dans cette collection. Son origin story, comme c'est bizarre. Et en plus de ça, on est très loin de la promesse. Hein. C'est vraiment à peine plus poussé sur les difficultés qu'ont eu ces héros et sur leur côté perso. Donc au final, à quoi ça sert? Les persos sont cool, mais connus. Le seul qui sort un peu du lot, c'est Ghost Rider, c'est celui que je connais le moins. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de ça? J'en retiens rien. Alors, si tu connais vraiment rien au personnage, ça peut être une porte d'entrée de présentation de quelques persos, pourquoi pas. Avec toujours la fausse promesse de ce titre. Et du côté perso difficile, qui n'est pas vraiment là. Mais hormis ça, je sais pas trop quoi faire de ce volume, ni vraiment à qui il se destine. Et en plus de ça, je le trouve pas spécialement beau. Donc ça peut faire limite une petite bible, une encyclopédie des personnages, dira-t-on. Mais bon, bah ça, c'est sûr que je le relirai pas celui-là. Ouh, j'ai pas passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu le volume 7 du comics Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja, l'intégrale de iComics, si je ne m'abuse. Là aussi, c'est le début de la deuxième partie, puisque les 6 premiers volumes compilaient les 50 premiers chapitres du comics, et étaient conclusifs. Nous avons changé de partie, et c'est un nouveau départ qui est plutôt dense. Alors pourquoi j'ai ouvert mes critiques par « c'est dense, donc je sais pas ». C'est dense, donc c'est très cool. Les choses juste denses, mais qui sont compliquées, chiants, c'est moyen. Là, c'est dense, et en même temps, bah, c'est plutôt cool. Michelangelo est bien mis en avant, parce que le clan des tortues a récupéré le clan Foot, donc les ninjas ennemis. Tout le monde s'en est plutôt accoquiné, mais pour Michelangelo, qui est un peu plus le plus innocent et le plus naïf, c'est compliqué de se dire qu'on va faire ami-ami avec des tueurs dans leur genre. Et c'est cool de voir un peu les frères en dissension. On a eu ça au début avec Raphaël qui était en mission tout seul. On a eu ça un peu plus tôt avec Leonardo qui était en contrôle mental. C'était pas un choix, là c'est un choix et c'est intéressant. Et j'aime bien quand les frères sont séparés. Et comme c'est pas trop longtemps non plus, bah, ça marche bien. En plus de ça, ça permet de lui créer un lien avec les mutanimaux, que j'aime bien voir. C'est un groupe grotesque, qui fait plein de petites missions et qui semble un peu se faire niquer par Old Hob, leur chef, à chaque fois. Mais tous les suivants, ils sont trop cool. Ils se soutiennent bien, c'est une famille, c'est juste des bons potes, quoi. Et derrière, il y a des milliards de gros sujets. Hein. Des combats en interne, dans la famille Tortue. Enfin, dans le clan en général, à cause de trahison d'un personnage. La perte d'un allié. Pas définitivement, mais un peu lié au contrôle mental de Leonardo précédemment. Mais en échange, en même temps, on récupère un nouvel allié, qui semble être le ninja du clan Foot le plus raisonnable, et donc le plus intéressant. On a aussi un peu de Kaze et April, qui sont principalement en difficulté, parce que pour l'instant ils sont pas vraiment liés aux intrigues des tortues et de leur clan. Donc tout ce qu'on peut raconter, c'est leur difficulté à s'entendre et à se comprendre. Et là ça pète, parce que y a des phrases mal tournées de la part de April, et Kaze qui est en colère et qui est moins soutenu, donc il part tout seul. Plein de choses cool. On a un arc complet sur l'ancienne île de... qui est plutôt intéressant, parce que certains veulent sauver les Utroms, donc la race de Kang, et c'est pas donné à tout le monde de vouloir faire ça, parce que ça reste une race guerrière qui est là pour détruire et condamner des planètes, littéralement. Donc c'est dur de se dire qu'on veut sauver tout le monde.
Et il y a un nouveau mutant qui apparaît dans cet arc-là. On nous fait un suspense sur qui est le méchant. Mais bon, bah, les personnages en présence, c'est un feu de camp, des cerveaux qui dorment, et un gros crocodile mutant hyper géant qui parle bof. Mais ça marche bien, il y a des belles conséquences. On a les dieux qui se battent entre eux, par humains interposés, évidemment, hein, ça reste des cons de dieux, mais ils se battent quand même un petit peu, et ça va être important dans la suite. Parce que pour l'instant, les arcs principaux qui ont eu leur traitement actuel et qui sont pas juste là un peu en teasing, c'était donc l'arc sur l'île avec le croco, et également l'arc des fantômes des rues, qui est un nouveau clan technologique qui est apparu, et qui met à l'honneur les scientifiques ennemis et alliés. Voilà. Un tome très dense, bien rempli, bien joli, il y a beaucoup de choses. Les personnages se rapprochent et s'éloignent de manière intéressante. Parce que, ben, ouais. Des personnages se rapprochent, un autre qui est là, il fait mais je veux pas marcher avec eux, moi. Hop, il s'éloigne, il y a plein de choses qui se passent. Et ça inaugure pas mal de bons pour cette partie 2. Peut-être qu'à un moment on en aura marre de revoir les mêmes quelques ennemis qui tournent en boucle parce qu'on ne s'en débarrasse jamais vraiment. Mais pour l'instant, non. Et en plus, quand on change un peu de focus sur les personnages du côté des gentils, bah ça marche pas trop mal. Je kiffe et je regrette pas du tout d'avoir commencé cette série de comics. Yes, on a enregistré la moitié des œuvres de cet épisode. Ça fait 42 minutes que j'enregistre. Comme j'en avais parlé dans l'épisode précédent, j'ai vu Lilo et Stitch, la version de 2025 en live action. Et quel plaisir d'avoir des films en live action dans lesquels il y a des créatures en images de synthèse, c'est vraiment super malin. Et ouais, le film est ok, mais c'est le dessin animé quoi. C'est pas beau du tout, et les personnages sont pas attachants du tout. Parce que ça veut copier les chara design du dessin animé, mais ça passe pas. Et même au niveau des caractères, ils sont lissés différemment, et ça colle pas pareil quand c'est pas des dessins, donc ouais. Tiens donc, ne serait-ce pas des critiques et des éléments dont j'aurais déjà parlé dans ma critique du dernier épisode sur Dragon? Peut-être que si, que c'est les mêmes soucis, mais que c'est exactement la même idée derrière le film. Alors oui, hein, ça parle toujours d'amitié et de famille, c'est toujours... oui, c'est important d'avoir une famille et des amis soudés quand rien ne marche autour dans ta vie. Mais du coup, ça vient pas du film. Il y a des trucs qui sont très chauds, genre les aliens, ils sont très limites. Le crush, il est très limite. C'est pas très beau, on va pas se le cacher. Et c'est même pas spécialement mignon. Comme si on était passé de dessins à de vraies images. Et encore une fois, c'est 23 ans après. Donc pourquoi pas refaire le film ou se servir d'éléments? Pourquoi pas? Pour le remettre à jour, je prends. Mais là, il n'y a pas de mise à jour. C'est la même chose, sans aucun charme. Juste bah, pour ressortir le film facilement, ne pas faire de dessin animé, et juste bah, se dire ah bah, ceux qui sont des grands adultes qui refusent de voir des petits dessins animés pour enfants, ils pourront voir le film et kiffez-les. Alors que c'est exactement la même chose, mais en moins bien. Dis donc, je me répète ou quoi? Et là aussi, hein, je suppose qu'il y a quelques différences, parce que c'est pas la même longueur, et pas 100% la même chose non plus. Mais comme j'ai pas du tout le film de base en tête, je ne pourrais pas du tout dire pourquoi. De te dire quoi, tout simplement. Mais sans doute, tout le film. C'est passé d'un bon film à un mauvais film. Non, bah j'ai rien à dire de plus, hein. Regardez le dessin animé. En plus, il est sorti dans la meilleure période de Disney. Le fameux âge du renouveau là, de 2000 à 2005, là, tous les meilleurs films de Disney. Et je dis pas tout ça parce que je suis un 2000, hein. Je ne suis pas biaisé, dira-t-on. Ensuite, j'ai découvert Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Entre le Superman au cinéma, qui m'a donné envie de revoir les films de James Gunn, donc je me suis refait les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 pour l'instant, qui sont un peu moins bien dans mes souvenirs.
Donc je comprends pourquoi j'avais trouvé Superman en dessous de ces deux films-là. Et le fait d'avoir enchaîné pas mal de comics Marvel que j'avais en retard, donc mes comics de juillet et d'août, si je ne m'abuse, peut-être même de juin, j'en ai peut-être lu 9 d'affilée, je suis un peu revenu dans une super héros-era. Héros-era, d'autant plus qu'on va se rapprocher du prochain Avengers, qui est absolument terrifiant dans sa production, être écrit en cours, être basé sur le fanservice dans tous les sens, avoir 1 milliard de personnages, le retour d'acteurs, les rumeurs de bataille entre personnages, t'es en mode bah y a rien qui est bien là-dedans. Voilà, donc bah, je me suis dit je vais rattraper les quelques films qu'il me manquent. Ant-Man 3, Captain America 4, Thunderbolts, The Marvels, techniquement que j'ai jamais vu je crois, et les 4 Fantastiques. Je crois que c'est ceux-là qui me manquent. Évidemment, il me manque pas mal de séries aussi. Mais bon, ça fait moins envie à rattraper. Déjà que les films, ça fait pas très envie parce que c'est pas de bonne qualité, mais c'est moins long. Et ouais, Ant-Man et la guêpe Quantum Mania a une image de film absolument horrible. Est-ce que c'est le fait de savoir que c'est censé être horrible qui a aidé à ce que je le trouve un peu moins horrible? Ou est-ce que c'est juste le fait d'avoir aucune attente ou de s'attendre à rien? Je ne sais pas trop. C'était pas bien, hein, mais c'était pas horrible. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film du MCU et c'était pas spécialement grave. Parce que le film n'est composé que de fond vert, vu qu'il se passe à 80%, dira-t-on, dans l'espace miniature qui sert de Deus Ex Machina dans Endgame. Et ben c'est super moche. Parce que faire un film à 100% sur les effets spéciaux et avec des personnages qui sont pas censés être trop humanoïdes, évidemment qu'ils le sont, ben c'est pas très beau. Les décors, les couleurs, les persos, l'univers, il y a rien de beau. Et le pire c'est MODOK, hein, vraiment juste un PNG de visage qu'ils ont étiré sur une forme trop longue pour un visage et c'est très moche. Mais ça va, le film dit 2 fois que c'est moche. Donc c'est tout pardonné en fait. Si le film est au courant et on fait des blagues dessus. Et non, parce qu'en fait bah, ça marche pas comme ça. Mais mon problème, plus que le fait que ça soit moche, ça peut être moche si c'est intéressant, ça va. Le problème c'est que c'est moche et que c'est pas intéressant. Scott est inutile au possible. Il est pas moteur de l'intrigue, c'est plus la mère guêpe, et non pas la merguez, qui est à l'origine des problèmes parce que c'est un univers qu'elle a vécu longtemps. Ou alors la fille de Scott, qui est l'objectif à récupérer. Donc il n'est moteur en rien. Et en plus de ça, il n'a pas d'évolution. Au début du film, il est pépère, il est content de sa vie d'Avengers, et en profite surtout pour avoir une belle vie normale et assez posée. Et à la fin, ben c'est tout pareil, juste il a connaissance que Kang existe. C'est assez peu. Alors, c'est cool de voir une famille en personnage principal, ils sont 5, ça fait pas mal de sujets, mais du coup, ils ont rien à raconter chacun et c'est assez bof. Et en plus de ça, pour un univers miniature avec un monde et des créatures qui peuvent être dans tous les sens, on a un space opéra très classique et pas très organique. Contrairement à Avalonia. C'est des créatures et des décors qui faisaient Alien aussi, mais c'était justifié avec le twist du film. Et au final, dans ce Quantum Mania, bah, je retiens pas grand chose. J'ai vu des gens dire qu'ils retenaient la scène des possibilités, où il y a plein de Scott qui se battent au début puis s'entraident. Je trouve ça pas du tout intéressant et très moche, donc ça je le retiens même pas. Au final, bah, je retiens un MODOK, parce qu'il est terrifiant de mocheté. Et je retiens Kang. Il est un peu classe à faire le petit chef qui a réussi à prendre la main mise sur tout le micro-univers, bah, sans rien faire de spécial. Mais qui par contre, quand il y a des puces Ant-Man, il peut rien faire. J'aime bien ouais, son décalage entre sa colère, sa retenue, sa puissance.
son aura. Il est très complet. Dommage que ce soit la dernière fois qu'on le voit, quand c'est son introduction officielle dans les films. Mais par contre, c'est très bizarre. Un film Ant-Man, avec un personnage aussi léger qui veut juste une vie tranquille, tu peux pas faire des enjeux comme ça, qui présentent un personnage qui va détruire le micro-univers, puis détruire tous les univers. Ça marche pas, un personnage qui n'est rien et qui ne raconte rien face à ça. Et en plus, c'est moche. Moche, 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 moche. Hop là, après la petite pause gorge, ça va un petit peu mieux. Seulement l'impression d'avoir bu un verre de lave, donc c'est plutôt raisonnable, hein, on va dire. Ensuite, j'ai encore lu un comics de la collection Marvel Must Have. Quelle surprise! Attendez-vous à en voir un petit peu. C'est le dernier de cet épisode, mais le prochain, il y en a 2. Celui d'après, il y en a 2. Celui d'après, il y en a 1. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. On va un petit peu enchaîner. Et donc ici, il s'agit encore de New Avengers, qui s'appelle Illuminati. C'est plutôt cool. On a une relecture plutôt bienvenue de plusieurs sujets. Donc la guerre Chris-Krull, qui a eu lieu il y a un petit moment, et dont j'ai en Marvel Must Have. Les pierres de l'infini, tout le monde sait ce que c'est. Le Beyonder et son Secret World, que j'ai en Marvel Must Have. Marvel Boy, dont j'avais jamais entendu parler. Et Secret Invasion, dont je vois très bien ce que c'est, mais j'ai pas encore lu. Et cette relecture se fait au travers des yeux de 6 personnes qui sont littéralement les grosses têtes vaniteuses de l'univers Marvel. Et surtout qui représentent plein de choses différentes. On a Iron Man pour les Avengers, le Charles Xavier pour les X-Men, Namor pour Monsieur Fantastique pour les 4 Fantastiques, Doctor Strange pour les Defenders, je suppose, et Flèche Noire pour les Inhumans. Donc des grosses têtes qui ont des rôles importants dans chaque équipe et un peu dans chaque coin de ce qui existe comme défenseurs de la Terre, dira-t-on. Très intelligents, mais surtout ceux qui sont le plus prêts à prendre des risques et à faire face aux conséquences. C'est un groupe dur à faire tenir ensemble, hein. Autant de vanité et de grands pouvoirs ensemble, c'est dur à tenir, mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces, qu'est-ce qu'ils sont stylés, et qu'est-ce qu'ils arrivent à être coopératifs quand même. Ils se sauvent bien les uns les autres, ils se partagent la tâche avec les pierres, ils se récupèrent les sujets par-ci par-là, ils n'hésitent pas à faire appel les uns aux autres dès qu'ils sont un peu en difficulté, avec la Secret Invasion, même si c'est dur de faire confiance aux autres, vu que n'importe qui peut être remplacé par un Skrull, ils sont quand même là en mode « Oh bah viens les potes, on essaie de se débrouiller », même si c'est un peu dur à ramener. Et globalement, c'est un bon moment original. Ça pousse pas non plus très loin, parce qu'au final, c'est juste un peu un sujet de réflexion autour des quelques grands arcs qu'il y a eu récemment. Et surtout donc en réflexion et en conséquence de ces actions en particulier, ou de celles qui auraient pu arriver, ou quoi ou qu'est-ce, plutôt qu'en actions qui sont très limitées, dira-t-on. Mais c'est pas grave, parce que pour une saga parallèle qui se sert d'éléments connus et qui nous montre qu'il y a un groupe secret qui essaye de gérer un peu de son côté les trucs les plus compliqués en portant toutes les conséquences sur eux, c'est une super bonne idée. Ça change, c'est original, le groupe est intéressant. Est-ce qu'il peut tenir sur la longueur et ne pas juste être un petit truc caché et parallèle ? J'en suis pas sûr, mais ouais, juste comme idée, te dire « Ah tiens, ce sujet-là a disparu, c'est peut-être les Illuminati qui s'en sont occupés. » Ya! Bon moment quoi, pas grand-chose à dire de plus, ça marche bien. Ensuite, j'ai vu Captain America Brave New World afin de continuer mon rattrapage du MCU. J'ai pas été spécialement perdu parce que j'avais vu la série Falcon et le Winter Soldier,
qui aide un peu à savoir où en sont les amis de Captain Steve Rogers avant d'arriver dans la série, avant d'arriver dans le film, et également qui sont certains des personnages clés du film. Mais assez étonnamment, le truc qu'il fallait le plus connaître avant de voir ce Captain America 4 mettant en place un nouveau Captain arrivé dans Falcon et Winter Soldier, c'était le film Hulk de 2008. C'est tout à fait logique. Mais on en reviendra plus tard. Tout d'abord, le film est moins moche, dira-t-on, que Ant-Man 3. C'est un peu gris, un peu moins recherché. Et du coup, c'est moins moche. Toujours pas très bien réalisé, filmé, ou monté, ou chorégraphié. Mais c'est visuellement moins moche. L'allée de cerisier à la fin, c'est pas le top du top, mais c'est un peu le seul élément qui me dérange, donc ça va. Et au final, c'est un film à la Captain America. On a de l'enquête, on a de la politique, on a de l'estime de soi, essayer de pousser plus loin pour être une meilleure personne capable de représenter et sauver les États-Unis. On a de la politique qui se joue pas mal dans la gestion de la colère et des autres pays pour récupérer des ressources exceptionnelles. C'est plutôt quelque chose de probable. On connaît l'actu, on connaît les gens en place au pouvoir. On se dit ouais, ça me dit quelque chose qui se passe. Tout ça, c'est pas aidé par un méchant mystère qui a un pouvoir de contrôle mental et qui n'aide pas les personnages. C'est évident que tu te fais contrôler mentalement parce que ça correspond pas du tout à tes actions, à ton caractère, à qui tu es, que tu es détruit par ce qui s'est passé, mais que les gens te prennent quand même pour fautif parce qu'ils ont peur de toi et te détestent déjà à la base. C'est dur à vivre. Et ouais, ça se tient de parler de racisme avec ce personnage principal là. Mais c'est chiant, j'en ai marre de voir autant d'œuvres en ce moment qui parlent de contrôle mental. Laissez les personnages être des sales cons par eux-mêmes. Laissez-les être qui ils veulent. Ça peut être un peu plus intéressant peut-être. C'est plutôt sympa sur le rôle de Cap et du nouveau Falcon. Les deux sont en phase de test, cherchent à savoir s'ils doivent rester comme ça ou essayer de tricher pour devenir plus forts. Est-ce que l'important c'est d'être le plus fort qui peut tout gagner facilement, ou est-ce que c'est d'être là et de se battre malgré les difficultés? La réponse est évidente, mais la question se pose. C'est très street, il n'y a pas d'énormes enjeux. Un des ennemis qu'il affronte, c'est Esposito, avec un bazooka. C'est pas non plus quelque chose d'hyper grave. Mais ça aide d'avoir un film plutôt simple pour s'attacher un peu à ce qui se passe. Après, il y a des éléments qui me questionnent. Euh, Ça veut trop nous jouer des coups de mastermind qui ont tout prévu et qui font des retours de situation. Alors qu'au final, on n'a pas tant de choses que ça à se mettre sous la dent de ce côté-là. Et surtout, pourquoi faire la suite de Hulk autant de temps après et dans le film censé introduire le nouveau Captain America? Méchant, c'est une conséquence négative du film Hulk. Second méchant, aussi. C'est déjà beaucoup, pour voir que c'est un nouveau Captain qui pourrait avoir des sujets de l'ancien Cap, en plus des siens. Là, c'est des sujets bizarres. Et le Hulk rouge, il est en colère, quoi. C'est ok tiers, il y a des bonnes choses, d'autres moins bonnes. Ça passe le temps. En étant un peu mieux que Ant-Man 3. J'ai plus du tout en tête les 3 précédents Captain, mais il y a de chances que ce soit quand même le pire des 4. Ensuite, et enfin, ça commence à faire un peu long l'enregistrement. Je prends un peu de pause entre les différentes œuvres que j'enregistre, histoire de poser un peu la voix et de boire un petit peu tranquillement, histoire de limiter la difficulté. Et peut-être qu'il faudrait que je m'inquiète du niveau de ma gorge et de mes cordes vocales, parce que j'ai mal au bout de 20 minutes de parlotte.
Et ça me rassure pas sur la reprise des lives, ça. Mais bon, je suis un homme, on va quand même pas m'intéresser à ma santé, oh. Et malade celui-là. Dernière œuvre de l'épisode, et des moindres, j'ai pas oublié la négation, puisqu'il s'agit de Squid Game saison 3, la conclusion de la série. Et là, c'est moins bien, hein. La 2, j'avais bien aimé. On en a parlé il y a 1 ou 2 épisodes, dira-t-on. Ah, mais je sais pas dans l'ordre. Je ne sais pas. Et c'était cool, j'avais passé un bon moment. Là, cette saison-là, il y a toujours le suspense qui marche bien et le rythme qui donne envie de voir la suite. Mais alors, il y a beaucoup de ratés. Pour les 3 épisodes, il reste 3 jeux à la fin de l'épisode 4, qu'il reste un dernier jeu et 2 épisodes, il reste 2 personnages connus. Et c'est assez peu d'avoir que 2 personnages connus pour essayer de porter toute la conclusion et 2 épisodes entiers. Parce que les 5 qui sont en finale, ils sont pas intéressants. Hein. On a un mec qui a jamais réussi à agir dans sa vie et qui a fini drogué. Encore un qui contrôle pas qui il est. C'est le seul de la série, c'est pour ça que je le présente comme ça. Et 3 inconnus. Enfin, 2 inconnus du coup, qui a quand même le personnage principal, mais c'est pas grand chose, dira-t-on. Et puis c'est pas les meilleurs. On a aussi Monsieur Bitcoin, que j'ai oublié. Ils sont peut-être 6 alors. Ouais, bof. J'ai bien aimé le premier jeu, avec le cache-cache et les couteaux. On a des choses sympas. L'arrivée d'un bébé, qui paraît un peu incongru de se faire autant dans le silence sans se faire remarquer, mais qui apporte un enjeu et un propos en plus sur le fait d'aller toujours plus loin dans les jeux. On perd mes 2 personnages préférés dans le même épisode. Il y en a un, c'est hyper touchant, parce que c'est plein d'ironie, vu que c'est lié à la fois avec sa mère et avec le bébé qui vient de naître qu'elle veut protéger en parallèle. Il y a un gros tour comme ça, c'est trop intéressant. D'autant plus que c'est des personnages que j'aime beaucoup, la mère et son fils. Et l'autre, c'est la personne qui a fait l'armée, puis qui a fait une transition, qui est une très bonne personne, mais se fait avoir de manière un peu naze dans le dos. Donc ça, il n'y a pas grand propos dans le... Le truc, c'est juste de nous faire détester le personnage au Bitcoin. Mais là, pour le coup, ça m'a pas semblé si terrible que ça. Il a pris un peu trop de plaisir à mon goût, mais dans l'idée, il voulait tuer le plus de monde possible pour laisser le plus de chance à lui, à sa femme et à sa fille. À la personne à qui il a fait un bébé et sa fille. Le plus de chances de survivre en éliminant le plus de monde possible. Pourquoi pas. Il a éliminé quelqu'un d'important qui protégeait sa copine sans le vouloir. Il savait pas qui l'a tué, il l'a fait de dos au hasard. C'est pas le pire truc qu'il ait pu faire. Et vraiment, les commentaires sur cette action, ils me terrifient. Mais il y a des trucs moins sympas dans le jeu aussi. Hein. La sorcière, qui fait tout avec ses pouvoirs mystiques, puis qui se fait avoir de manière nulle. Je suis même pas satisfait par sa fin, donc ça m'a juste cassé les couilles. Et surtout, le personnage principal, qui devient méchant, c'est une idée de con. Saison 1, il est naïf, et il se débrouille avec. Saison 2, il est dans la révolte, et il veut essayer de sauver tout le monde. Et là, le départ de saison 3, c'est juste... Il est en colère, il cherche un bouc émissaire sur le fait que sa rébellion a raté, et il part sur les mauvaises choses. Alors, il peut y avoir un propos intéressant sur le fait de se faire écraser dans ces grosses idées politiques qui ratent et qui semblent être méga dangereuses, mais là, c'est vraiment un chien. Ensuite, on a la corde à sauter. Y a déjà plus grand monde, ça raconte rien, et juste il saute quoi, il s'embête pas trop. Et la finale, elle est pas intéressante, et le jeu est pas intéressant non plus. Super. J'aime bien les parties discussion et vote, entre les deux, toujours. Mais alors, les jeux de cette saison-là, ils sont pas bien. Et à côté de ça, les intrigues secondaires mettent 1000 ans à avancer, et ça avance... Et c'est pas si conclusif que ça. Côté jeu, ça va, ça se conclut pas trop mal, j'aime bien. Mais alors, le reste... les flics, ils se battent, puis ils sont plus du tout nombreux, puis ils finissent par y arriver quand même, et après ils arrivent sur l'île et il se passe pas tant de choses que ça.
Et le seul garde qu'on connaissait, elle se débrouille, elle se fait un peu avoir, mais bah, du coup c'est la seule action qui marche bien à la fin. Pas très conclusif, pas très intéressant, propos limités, je ratais. Et pourtant, ça se consomme bien. C'est ça, le secret de la recette. Faire un truc qui s'avale tout rond et qui n'a pas de goût. Dommage, hein, il y a le potentiel avec la saison précédente. Mais juste l'avoir coupé en deux, l'avoir autant séparé, ça marche pas du tout. Mais vu la différence de plaisir ressenti, c'est peut-être cool que ce soit des saisons séparées finalement. Et voilà qui conclut mon heure et demie de discussion sur les œuvres que j'ai découvertes courant de la semaine 32. Et donc la fin de ce nouvel épisode de la lumière pop de la semaine. On se retrouve d'ici quelques jours pour celui de la semaine 33, qui sera un peu plus light, avec seulement 3 œuvres à traiter. J'espère que vous aimez les super-héros, parce qu'on va en bouffer la prochaine fois. 2 comics, un film. On verra bien comment ça se déroule. Comment est-ce qu'on sera à jour un jour peut-être. Et si j'arriverai à me motiver à lancer un live. Mais à voir, parce que ma fatigue générale est assez élevée. Et que ma voix prend rapidement cher globalement. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Je répète, mais dites-moi comment vous allez en commentaire, si vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. On se revoit prochainement sur internet. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt!